Je voudrais m'adresser à la jeunesse. Vous êtes la jeunesse de France. J'appelle les jeunes gens à se préoccuper de leur futur. Engagez-vous, continuez à vous engager. Rebonjour à tous. Bon, désolé, nous avons eu quelques soucis de connexion internet, ça arrive parfois avec la technique. J'espère donc que vous allez tous bien. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, on va aujourd'hui recevoir en live Claire Lejeune, qui est la co-secrétaire fédérale des jeunes écologistes. Donc j'attends qu'elle nous rejoigne. Bonjour Claire. Bonjour, Comment vas-tu? très bien. Et Ça toi? se passe bien? Bon, on a réussi à, Oui, on y à arrive. venir à nos soucis de connexion. Très bien. Bon, tout d'abord, comment vas-tu? Comment est-ce que tu vis ta première semaine de déconfinement? Plutôt bien. Pour moi, ça ne change pas grand-chose parce que je suis encore étudiante. Donc, l'essentiel du travail, là, s'organiser à distance et continue de s'organiser à distance. Mais voilà, donc plutôt bien. Bon, du coup, je te laisse te présenter en quelques mots. Après, on approfondira un petit peu plus sur ton parcours et sur ton engagement politique. Ok, donc je m'appelle Claire Lejeune, je suis co-secrétaire fédérale des jeunes écologistes. Les jeunes écologistes, c'est l'organisation de jeunesse qui est rattachée à ELV, mais on est rattaché par un statut d'autonomie solidaire, ce qui fait que dans nos décisions quotidiennes et la stratégie qu'on met en place pour le mouvement, on est autonome. Et donc, l'essentiel de nos activités se partage entre du militantisme de terrain et puis on s'attache aussi à s'impliquer dans les échéances électorales. Donc là, notamment sur les municipales, on était très mobilisés. Voilà, donc c'est un mouvement qui est riche aussi parce que c'est une diversité assez grande de militants qui s'y impliquent, à la fois des personnes qui sont pas forcément directement attirées par la politique au sens partisan du terme, mais qui se mobilisent autour de l'écologie. Et vu que c'est un peu le sujet sur lequel notre génération est la plus touchée et commence à avoir vraiment une prise de conscience très, 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 très forte. On estime avoir un rôle important dans le paysage politique. On aura d'ailleurs l'occasion de reparler de cette jeunesse avec l'écologie un petit peu plus tard dans l'interview. Je vais te demander d'abord quel est ton parcours en fait professionnel et politique pour en arriver en tant que co-secrétaire. Moi, j'ai grandi dans la banlieue parisienne. Mon père est ouvrier en fait et il n'est pas politisé au sens où il est impliqué dans un syndicat ou un parti politique, mais il était extrêmement conscient de certaines problématiques politiques et de la manière dont ça pouvait affecter de manière forte toute une partie de la population, notamment les plus précaires et vulnérables. Et donc ça m'a mis dans le bain très jeune. Et puis par la suite, en fait, j'ai fait une prépa littéraire et entre deux années de prépa. J'ai fait un service civil dans les Pouilles, donc en Italie. Et là, en fait, j'ai aidé dans un camp de migrants qui était là pour la saison des tomates. Et je pense que c'est à ce moment-là que la prise de conscience s'est vraiment cristallisée parce on se rend compte à quel point notre modèle de développement, notre modèle économique et social crée une violence extrêmement forte. En fait, et donc c'est à partir d'une réflexion sur cette problématique, la problématique migratoire, que au fur et à mesure, la prise de conscience sur l'écologie s'est cristallisée parce que quand on écoute les récits des personnes exilées, c'est déjà en fait des raisons qui sont écologiques au sens large du terme, qui les poussent à partir et qui les met dans des situations de vulnérabilité complète dans nos pays. Et oui, tu avais quelque chose Mm. à rajouter? En fait, c'est à partir de ça que j'ai commencé à m'intéresser aussi Pardon. à la politique au sens plus large, parce que à partir de cette problématique-là, on peut se rendre compte que les problématiques sont systémiques et que c'est que en rentrant dans la machine qu'on va pouvoir faire évoluer les choses.
Et donc, à la suite de ça, j'ai notamment fait la campagne des européennes des Verts. Là, j'ai passé du temps également à Bruxelles, au Parlement européen, avec un des eurodéputés de la nouvelle mandature, donc Damien Carême, qui est un député écolo qui travaille beaucoup justement sur la question de l'asile, du droit d'asile. Donc voilà, ça bouclait la boucle. Et du coup, ce qui à quel moment tu t'es dit, c'est en politique que je peux faire bouger les choses? Parce que c'est vrai que les jeunes, peut-être, des fois, ils peuvent se dire ou aller vers autre chose, ou se dire quand on est jeune, on n'a pas la légitimité ou la force de peser dans Mhm. dans les conversations. Toi, à quel moment tu t'es dit, oui, c'est la politique qui est la bonne Mhm. façon de faire changer les choses? En fait, je pense que ça partait d'une réflexion sur l'urgence climatique, l'urgence écologique. C'est-à-dire que on n'est plus dans une situation où on peut se permettre de militer pour militer, de revendiquer pour revendiquer, en demandant sans cesse aux personnes qui sont aux manettes de bien vouloir prendre en compte notre point de vue et de faire changer la loi en fonction. On est dans un moment où on n'a plus le temps, en fait, de faire ce travail long de plaidoyer en espérant qu'un jour, il y ait des politiques qui mènent qui fassent des mesures qui soient vraiment à la hauteur des urgences qui sont les nôtres aujourd'hui. On est dans un moment où, en fait, il faut tout simplement que nos idées prennent le pouvoir, en fait. Ça partait surtout d'une réflexion en termes d'efficacité militante, en fait. Le chemin le plus court pour faire changer le système, aujourd'hui, c'est bien de rentrer au cœur de la machine et d'être majoritaire pour pouvoir la faire changer, la transformer. Et ça t'a fait peur, ça, de rentrer dans la machine? Ou tu Euh, pouvais facilement? Bah, ça fait peur dans le sens où il y a le modèle politique actuel, les codes politiques actuels ne sont pas conformes aux idéaux que nous, on entend défendre. C'est-à-dire que, par exemple, la Cinquième République est complètement inadaptée, en fait, à ce que nous, en tant qu'écologistes, on porte. Donc, ça suppose de viser, de rentrer dans une machine qu'on dénonce comme dysfonctionnelle, mais il faut parvenir à ne rien lâcher sur son degré de radicalité et son degré d'ambition de changement. Donc il y a toujours cette crainte en fait que l'espèce d'inertie de la machine nous emmène dans des situations où effectivement on arrive à être en poste et puis on n'est pas à la hauteur des ambitions de changement qu'on s'était données. Il y a cette crainte-là, mais c'est pour ça qu'il faut viser une prise de pouvoir qui soit massive et majoritaire pour qu'on ait vraiment l'ensemble des manettes pour pouvoir faire changer le système. Je vais revenir sur le mouvement Jeunes écologistes. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus en détail? Donc, tu nous as déjà dit que c'était autonomisé par rapport à le parti écologiste avec Yannick Jadot. Est-ce que tu connais le nombre de membres qu'il y a dans ce mouvement? Alors, juste pour préciser, le ELV n'est pas dirigé par Yannick Jadot. Oui, Notre oui, secrétaire national, c'est Julien Bayou et Yannick Jadot est en fait un eurodéputé. Voilà, donc juste petite oui, précision. il avait juste été tête de liste lors des européennes. Voilà. Donc les jeunes écolos, en fait, on est organisés en groupes locaux on a environ, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on a aussi entre 200 et 300 membres selon les moments. En fait, on travaille beaucoup aussi avec des jeunes militants qui sont à ELV, mais qui sont pas forcément chez les jeunes écolos. Donc des passerelles se font. D'accord. J'ai maintenant parti un peu plus sur l'écologie, pardon, l'actualité. Avant, je voudrais juste te poser une seule question. Est-ce que pour toi, l'écologie, ça doit être le nouveau combat, c'est-à-dire voilà, l'affaire de lance de l'avenir, Mm. de demain? Euh, Oui, moi j'en suis convaincue. Et en fait, c'est pas parce qu'on dit ça que on renonce au combat précédent.
De mon point de vue, en fait, l'écologie, elle reprend et elle porte plus loin les luttes qu'ont menées les gauches pendant des décennies. Donc, c'est plutôt l'horizon des forces progressistes et humanistes, mais ça doit clairement être quelque chose qui doit être une matrice et un horizon dans les luttes. Je vois une question qui est apparue et que je pensais, parce que donc à la fin de l'interview, on va faire les questions internautes, mais du coup, je me permets de te la poser directement parce que je la vois là. Pourquoi est-ce que l'écologie est souvent initialement de gauche et quand on pense écologie, on pense gauche? Parce qu'en fait, l'écologie, c'est pas juste une question de degré, de climat, de réchauffement climatique, de perte de la biodiversité. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est une vision aussi sur les inégalités, sur les injustices sociales, et tout ça fait vraiment système. Donc, pour moi, une écologie de droite, c'est une contradiction dans les termes. Parce Donc, que l'écologie ne peut pas être de droite. de mon point de vue, de mon point de vue, non. Ma compréhension de l'écologie politique, c'est une écologie qui est par essence sociale et qui par essence conteste les modèles économiques notamment, donc capitalistes et libéraux, qui créent un degré extrêmement fort d'inégalité, d'exclusion sociale et d'injustice. Donc, Je vais partir maintenant je vais revenir sur l'actualité. Je vais te poser d'abord la question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que pour toi, le gouvernement a bien géré cette crise dans l'ensemble? Même euh, si c'est pas, sans parler forcément d'écologie, mais dans l'ensemble de ce que tu as vu. ouais, je pense que c'est assez clair pour tout le monde que non. C'est devenu même clair pour des personnes qui étaient dans la majorité. Donc, ça l'est d'autant plus pour des personnes qui se situent plutôt dans l'opposition. Ce qui s'est passé, on n'a pas encore toutes les informations là-dessus, mais il y a eu un phénomène d'impréparation assez total et puis une série de prises de décisions qui ont quand même accentué la diffusion de la pandémie. Mais surtout, en fait, on ne s'est pas du tout donné les capacités. Et là, je ne parle pas juste de la gestion de crise pendant la pandémie, je parle de toutes les politiques qui ont été menées depuis la domination du néolibéralisme sur les politiques publiques. Graduellement, on a grignoté notre service public, notamment le service hospitalier. Et il y a eu des fermetures d'établissements, des suppressions en termes de lits. Et la raison pour laquelle on a été confiné, on a été confiné pour cette période de temps-là, c'est qu'il fallait laisser la possibilité pour notre système hospitalier affaibli par les politiques menées par ces dirigeants de pouvoir accueillir toutes les personnes malades. Donc, euh, enfin, on a construit un système hospitalier qui fonctionne à flux tendu et ça nous rend extrêmement vulnérables en termes de choc. Donc, ça nous en dit vraiment long sur les leçons qu'il faut qu'on apprenne de cette crise et qu'on construise absolument, qu'on aille vers une société qui soit davantage résiliente où on renforce de manière significative les services publics et notamment le service hospitalier. Donc voilà, à l'avenir, plus faire attention à ce système public qui est le système sanitaire. Je vais maintenant partir sur l'après-crise et le monde d'après. Est-ce que toi, ce monde d'après-crise, tu le vois écologique ou pas? En fait, il y a la détermination de ce à quoi ressemblera le monde d'après dépend d'un rapport de force politique. Donc, rien n'est joué d'avance. Moi, ce que j'espère, c'est que la période aura permis aux citoyens de mener une vraie réflexion sur ce à quoi on tient, ce qui est important et ce qui fait tenir une société. Là, ce qu'on a vu, c'est que les personnes qui n'étaient absolument pas visibles, pas valorisées, sont en fait les personnes
qui vraiment font que la société continue et qu'on a pu survivre pendant ce confinement. Donc il y a vraiment une inversion dans la hiérarchie des valeurs qu'il faut opérer. Et donc j'espère que cette voie-là aura convaincu et que les citoyens auront eu une prise de conscience sur ces éléments-là. Mais il y a aussi un risque significatif qu'en fait le monde d'après soit une version aggravée, davantage sécuritaire, davantage liberticide du monde d'avant, que ce soit une perpétuation des mêmes logiques néolibérales et du même système capitaliste qui gouverne aujourd'hui nos politiques publiques. Un peu comme avait dit dans une récente lettre, voilà, je vous dis un nom, mais j'oublie, ça me reviendra. Mais il a dit dans une lettre, justement, il a parlé en un peu pire, ça s'appelait cette lettre, en disant que peut-être que l'avenir sera un peu pire. Michel Houellebecq, voilà, ça me revient. Justement, je voulais vous parler donc maintenant un peu plus du gouvernement. Aujourd'hui, Elisabeth Borne, que ce soit sur France Info qu'au sein du gouvernement, a dit, je cite, « Je ne céderai rien à ceux qui voudraient un retour en arrière sur les normes environnementales. J'ai refusé tout moratoire. » Et Agnès Pannier-Runacher, qui est la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, a également parlé de ça en disant que la relance et la reconstruction industrielle ne se fera pas en faisant l'économie de la transition écologique. Est-ce que ça te donne confiance ou est-ce que c'est plutôt des éléments de langage? C'est des jolis éléments de langage. Nous, ce qu'on regarde surtout, c'est les actes. Dans les faits, des entreprises comme Air France, des entreprises comme Renault ont reçu de larges aides de l'État, vraiment significatives, de plusieurs milliards, et cela sans aucune condition environnementale, sans aucune condition sociale. Donc les effets d'annonce sont sympathiques, mais on attend surtout des actes. Donc je trouve ça absolument pas rassurant. Et je trouve que c'est absolument pas ce genre de déclaration, mais c'est la continuation de ce qu'on a eu pendant tout le quinquennat, c'est-à-dire des effets d'annonce, des jolis plans de com, mais en fait, dans les actes, la continuation de la destruction de la biodiversité et de des conditions d'habitabilité de la Terre. Donc ça rejoint la question que j'allais vous poser. Est-ce que le pari qu'Emmanuel Macron avait fait au début de mandat de dire qu'il fallait faire de l'écologie un combat fort et vraiment puissant, pour vous, pour l'instant, c'est pas réussi en tout cas? Il suffit de regarder le cortège de lois qui ont été passées, et puis ça n'a pas du tout été à la hauteur des déclarations qu'il avait pu faire. Et puis, en fait, une écologie qui se fait à côté de manière indépendante d'une remise en cause profonde de notre système de production, de notre manière d'échanger, de nos modes de vie. Une écologie qui se fait sans réflexion sur les inégalités sociales et les injustices, effectivement, ça n'a pas beaucoup de sens de notre point de vue. Je vais maintenant venir à un sujet. Donc, si je ne me trompe pas, tu es membre de l'association Climat Social. Ouais. Et est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu ce qu'est cette association pour ceux qui ne la connaîtraient pas? Alors, Climat Social, c'est un collectif de militants, donc pas seulement des militants de ELV. Et donc, on organise toute une série de conférences où on essaye d'inviter des figures politiques ou intellectuelles de l'arc écolo, de gauche, humaniste, pour dialoguer sur des sujets qui nous paraissent importants à mettre sur la table. Et on écrit également pas mal de textes ensemble. Donc, c'est essentiellement un collectif où on réfléchit et on essaye justement de tracer des voies à la fois idéologiques et puis très concrètes en termes de mise en œuvre par rapport à ce changement de système que les écologistes visent. D'ailleurs, ça fait un petit peu penser à
un déclic qu'il y a eu avec les Gilets jaunes où justement cette écologie, ce social qui se sont mis ensemble et qui ont montré qu'il fallait avancer ensemble. Pour rappel, la crise des Gilets jaunes a été due à l'augmentation du prix du carburant due à la taxe carbone. Donc c'est bien ça que vous voulez représenter un peu dans ce mouvement, ce fait qu'il faille, dans le social, ne pas oublier l'écologie et inversement. Ouais, bah, la crise des Gilets jaunes, ça a été symptomatique du fait qu'on avait fait une écologie non systémique, sans réfléchir aux impacts sociaux des mesures prétendument écologiques qu'on mettait en place. Les Gilets jaunes, en fait, ce qu'ils subissent, c'est une forme de précarité énergétique. Le fait de ne pas avoir les moyens de mettre du carburant dans sa voiture pour aller travailler, c'est une forme de précarité énergétique. Et ça nous montre à quel point, en fait, c'est tout le système qu'il faut repenser, y compris nos choix en termes d'aménagement du territoire, y compris nos choix en termes de localisation des lieux de travail par rapport aux lieux de vie, y compris en termes d'organisation des transports. Donc, ça n'est absolument pas acceptable, vu les enjeux climatiques qu'on a aujourd'hui, que la seule option pour nombre de Français pour aller travailler, c'est la voiture individuelle. Donc, Donc, ça me fait penser d'ailleurs, j'ai vu passer que l'État faisait des aides et les mairies, beaucoup de mairies faisaient des aides pour acheter l'achat de vélos. Ça, c'est quelque chose qui va dans le bon sens? oui, clairement, il y a eu ça, et puis il y a eu aussi énormément de pistes cyclables qui ont été tracées dans les villes. Bon, pour le moment, de manière temporaire, mais on espère que ça va se pérenniser. Mais nos villes et nos vies ont été réfléchies et modelées par le modèle, par la civilisation de la voiture. Et on est à ce moment charnière où il faut qu'on change de modèle, et que le vélo, effectivement, devienne le réflexe pour les déplacements qui sont réalisables avec ce mode de transport, clairement. Et donc, d'une part, à Paris, au moment des grèves, il y avait eu une hausse massive de l'usage du vélo. Ce qu'on a constaté lorsque les grèves ont ralenti, c'est que les gens ont continué de prendre les vélos parce que sûrement ils observaient un gain de temps, peut-être, et puis aussi un gain en termes de bien-être. Voilà. Donc, et là, les mesures de déconfinement vont rendre nécessaire le maintien de distanciation sociale forte, notamment dans nos choix de transport. Et le vélo est effectivement assez exemplaire par rapport à ça. Pour revenir sur ce climat et social, on voit beaucoup souvent, on nous demande de faire des efforts pour l'écologie. Mais du coup, comment on fait quand, comme vous dites, c'est un peu contradictoire. D'un côté, on nous demande de faire des efforts et de l'autre côté, quand, voilà, par exemple, avec la taxe carbone, le peuple, le pouvoir, je vais pas arriver à m'exprimer, si, le peuple n'arrive pas et ne suit pas et dit que non, ça c'est pas possible. Donc, comment on fait pour faire de l'écologie sans effort? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense c'est aussi pour ça qu'en fait, il faut qu'on parvienne à mettre l'écologie au pouvoir, parce qu'en fait, il faut qu'on change l'ensemble des dimensions de notre modèle social et économique de manière simultanée, en fait, parce qu'effectivement, il y a des effets de décalage qui se créent et qui font que ça repose plus sur les uns ou sur les autres si ce n'est pas le cas. Mais enfin, d'autre part, je pense que tout le monde se rend compte, même dans son quotidien, que le modèle sur lequel on fonctionne aujourd'hui, il n'est pas synonyme de bien-être, et que on est plutôt sur une pente régressive qu'en progression. Pour nos parents, pour nos grands-parents peut-être, ils vivaient, ils ont grandi dans un monde qui était en expansion, où la croissance se poursuivait, et où ils pouvaient avoir l'espoir que leurs enfants atteindraient un niveau social plus élevé que le leur. C'était ça l'imaginaire à ce moment-là. Là, on va être clairement dans une situation inverse, où en fait, en termes de bien-être, en termes de qualité de vie, ça va aller décrescendo, parce que on est en train de détruire nos conditions de vie.
et ce qui fait qu'on peut continuer à survivre dans de bonnes conditions sur Terre. Donc, par rapport à ça, je pense que l'aspiration à un changement de modèle est présente. Après, le rôle du politique, c'est d'effectivement fixer cet objectif qui correspond de plus en plus à une aspiration de la population et de tracer les étapes pour atteindre cet objectif. Donc, pour le moment, je pense que de plus en plus, on commence à avoir cette appétence pour un autre monde et on le voit bien là avec la pandémie. Tout l'imaginaire qui s'est créé, toute la réflexion qu'il y a eu, ce bouillonnement intellectuel autour du monde d'après, c'est pas juste par rapport à la pandémie qui s'est créé. Il est aussi symptomatique d'une aspiration profonde de beaucoup de citoyens à quelque chose de radicalement différent pour ce monde d'après. Donc, et par ailleurs, je pense que lorsque un changement de modèle est organisé politiquement, il devient acceptable, il devient compréhensible lorsqu'on en explique les fondements. Enfin, il y a eu des exemples de ça. Là, lorsqu'on a, lorsqu'on a pris la décision de confiner, c'était un changement de mode de vie assez radical. Et pour autant, chacun s'y est adapté parce que on avait tous conscience que c'était l'intérêt général, le bien commun qui rendait nécessaire ce qui correspondait à une restriction de nos libertés. Donc, si on explique, s'il y a une compréhension commune de l'urgence climatique et des effets extrêmement graves qu'il pourrait avoir dans les décennies à venir si rien n'est fait maintenant, je pense que les citoyens sont assez matures et intelligents pour comprendre que ça implique certains changements en termes de mode de vie et qu'en plus, si on accompagne ça de mesures fortes en termes de réduction des inégalités et de lutte contre les injustices sociales, ça devient d'autant plus acceptable. Maintenant, je vais partir un petit peu plus sur la communication politique qu'il y a autour de l'écologie. On voit un peu à tort et à travers le mot écologie être utilisé par tous les partis. Bon, déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça pour dire que l'écologie est devenue une communication politique? Et si jamais tu es d'accord avec ça, est-ce que tu penses que ça peut contribuer à affaiblir le combat qu'est l'écologie et qu'il y a derrière ce mot écologie? Hmm. Moi, je pense que aucun parti n'a le monopole de l'écologie, parce que aussi, en fait, l'écologie, c'est quelque chose qui est porté par de nombreux acteurs de la société civile également. Par contre, ça revient à cette distinction entre les discours et les actes dont on parlait tout à l'heure. Nous, ce qui nous intéresse chez les écologistes, c'est de faire une écologie en acte, une écologie concrète. C'est d'avoir un discours qui est rattaché ensuite à des engagements à faire concrètement advenir une société écologique. Donc, effectivement, parce qu'il y a eu cette prise de conscience citoyenne des enjeux écologiques, ça devient quelque chose qui est politiquement incontournable. Et du coup, il y a des mots qu'on retrouve dans tous les programmes. Lorsque c'est accompagné des actes, dans ce cas-là, c'est plutôt positif. Mais ce qu'on constate souvent, c'est que soit c'est des affichages et ensuite, lorsque les personnes sont en poste, ça ne suit pas. Ils s'accommodent du système. Ils ne sont pas dans une logique de rupture avec ce qui est anti-écologique. Et d'autre part, et là on revient au débat sur est-ce que l'écologie est de gauche, de droite, une écologie de droite va être potentiellement pouvoir avoir des effets excluants et aggraver les inégalités et donc être fondamentalement incompatible avec ce que nous on considère comme étant l'écologie politique. Je vais maintenant revenir sur la jeunesse et l'engagement politique. On a vu que l'écologie était un petit peu une passerelle pour l'engagement jeune. On l'a vu avec Greta Thunberg et les marches pour le climat. On l'a vu avec l'engouement qu'il y a eu autour de l'écologie, que ce soit aux européennes ou aux municipales. Donc, est-ce que l'écologie vraiment est un
est une passerelle et permet justement aux jeunes de s'engager et de faire un peu comme toi et de se lancer. Je dirais même qu'il faut que ce soit un domaine d'engagement. Pour nous, notre génération, on a en fait, enfin, c'est un peu un instinct de survie, l'engagement. Et je pense que c'est pour ça que les mobilisations de ce qu'on appelle maintenant la génération climat ont été aussi fortes, ont mobilisé autant de monde et ont été tout de suite sur un degré de radicalité aussi fort. C'est que nous, quand on lit les rapports du GIEC, on lit notre avenir dedans. Et qu'aujourd'hui, l'avenir, c'est pas une promesse de prospérité et de bonheur, c'est plutôt, ça prend davantage la forme d'une menace. Donc, je pense que ça se voit déjà naturellement, enfin, spontanément. Il y a toute une jeunesse qui se lève pour s'engager pour, on peut appeler ça pour l'écologie, mais enfin, c'est tout simplement un engagement pour pouvoir avoir un avenir viable, un avenir vivable, un avenir enviable. Et donc, bien sûr, ça doit être un levier d'engagement. Et puis, il faut que ça devienne un engagement. Et là, c'est pas toujours directement le cas. Ça doit devenir de plus en plus un engagement politique qui vise une mise au pouvoir de l'écologie. C'est-à-dire qui ne vise pas seulement à faire du plaidoyer et à essayer de grappiller une mesure ou deux ou d'atténuer l'impact négatif du système. On doit avoir l'ambition d'avoir une prise de pouvoir de l'écologie. Justement, sur cette prise de pouvoir, entre guillemets, toi, tu es candidate, tu as été candidate aux élections municipales, si je ne me trompe pas. Euh, comment ça fait, comment on fait pour être prise au sérieux et pour euh, dire que oui, oui, on a la légitimité pour être candidat sur une liste municipale quand on est jeune? Ça pose pas des problèmes, je veux Euh, dire, avec les autres mm, mm. Bah, je le suis encore, hein, parce qu'on est toujours Oui, incertain oui, a été. du Et moment du second tour. Mais je pense que il faut qu'on dépasse ce questionnement sur notre légitimité. Euh, c'est de Quand on s'engage pour l'écologie, on s'engage aussi pour la défense de notre avenir. Donc, vu que c'est quelque chose qui nous concerne en premier lieu, ça nous donne une légitimité pour parler de ces choses-là. Donc, je pense pas que la légitimité se joue sur l'âge. Et je pense même que vu euh, que notre peut-être méconnaissance du fait de notre âge, de certains rouages, des appareils politiques, etc., euh, peut faire qu'on arrive avec un discours qui peut être plus radical, mais qui du coup va pas être Ah, je sais pas si vous aussi ça, ça bug, mais chez moi ça. Ah, alors on a perdu Claire. Je sais pas si vous aussi vous ne la voyez plus, dites-moi si. Ou alors c'est peut-être moi. Visiblement. Ah bon, mais Claire est partie. Alors, si jamais Claire, tu es toujours là, essaye de refaire une demande. Euh, de la collection. Euh, Bon, alors on va attendre quelques minutes. Je vais essayer de lui envoyer un message, voir si elle arrive à se reconnecter. On va, dommage, on est bientôt passé aux questions-réponses, aux questions des internautes que vous nous avez posées via la souris, que vous pouvez nous poser directement en commentaire. Je vais lui envoyer un message pour lui, pour voir si c'est pas trop grave, dans le sens où on, alors, désolé pour ce petit contretemps. Parfois la technique ne veut pas. Je regarde si elle est toujours présente. Allez Enzo, comble. Oui, je vais essayer de combler le plus possible. C'est pas facile.
n'hésitez pas, si vous voulez, à me poser une question. Je peux peut-être y répondre ou pas, on verra bien, mais rejoindre. Bon, déjà, peut-être comment se passe vous votre déconfinement? Ça se passe bien? Parle-nous de la Dordogne, Enzo. Dordogne, il y a des problèmes de connexion et il y a eu récemment un cluster en plus en Dordogne, donc c'est super. Bon, on va bien voir comment ça se passe, mais pour l'instant, ça a l'air de pas être plus grave que ça. Euh, voilà, voilà. Bon, alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de débats autour de la droite et l'écologie qui pouvait être aussi de droite. Donc c'est assez intéressant. C'est ce dont elle a parlé en début d'interview. Donc vous pourrez évidemment revoir cette interview pendant 24 heures sur la Story Place Politique et nous avons créé une chaîne YouTube dans laquelle nous avons mis tous ces replays d'interviews. Donc vous pourrez évidemment les voir et donc aller voir au début où on a parlé justement de cette écologie de gauche et pas de droite selon Claire Lejeune. Alors, la Dordogne. Bon, Dordogne-Corrèze, un débat? Non, peut-être pas. Nos amis corréziens sont très gentils, avec leur belle ville de Brive-la-Gaillarde. Mais nous avons évidemment mieux, puisque nous avons les grottes de Lascaux. Je n'irai pas plus loin sur ce débat. Alors, je n'arrive pas à voir Claire. Alors, voilà, alors, on a la grotte de Lascaux, nous voilà exactement, Brice et la vie, surtout Chirac, tout à fait. Le regretté Chirac. Alors bon, je viens d'avoir Claire Lejeune, elle va essayer de nous rejoindre, sinon on va couper et on essaiera de revenir pour faire au moins les questions d'internautes. Vous avez été nombreux à nous poser des questions, vous êtes nombreux sur le live, je vois déjà être actif et nous poser quelques questions, donc ça serait dommage de ne pas pouvoir lui poser ces questions. Alors, donc voilà, donc sinon ben voilà, je comble. Je vois que je comble et que ça fait partir les gens, peut-être que je ne comble pas très bien. Bon. Mais je pense qu'on attend encore une minute et puis si jamais Claire n'arrive pas, je vais essayer de la recontacter et on va essayer de relancer le live. Voilà. Bon. Alors il y avait une question qui était là. Que pense Claire de la coalition en Autriche entre le très conservateur et le Oula, question très compliquée et géopolitique. Alors, bon, visiblement, je ne vois toujours pas Claire qui est arrivée. Bon, et bien, on va couper le live, on va revenir et je vais contacter Claire Lejeune. Merci à tous d'avoir été là. Restez connectés, on se reconnecte d'ici quelques minutes. Alors, rebonjour à ceux qui étaient déjà là et bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc, je vois que Claire Lejeune est là, donc j'attends avec ta demande d'invitation. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, nous étions en live avec Claire Lejeune quand ça a malheureusement coupé. Parfois, la connexion internet fait des siennes et ne veut pas qu'on finisse ce live, donc on va le terminer. Ah, pardon, excusez-moi. Donc on va le terminer. Si Claire, tu arrives à demander, à faire une demande. Voilà, je vois certains qui étaient déjà là. Je sais pas si tu y arrives, Claire. Bon, visiblement, quelques problèmes de connexion.
C'est dommage. Je n'ai rien que sa fiche de minutes d'essai. Claire, essaye peut-être de repartir du live et de revenir, ça va comme ça se réafficher. Ce que je te propose de faire. Alors bon, là en attendant, je vais remettre le petit intitulé. En attendant que Claire essaye de régler son problème, sinon on mettra malheureusement fin sans les questions que vous nous avez posées à ce live. Je vous invite d'ailleurs à rester présent sur le compte de Passe Politique. Nous avons normalement un député d'ici à la semaine prochaine qui viendra nous parler d'une initiative en faveur des femmes qui ont subi des violences conjugales. Et il nous parlera évidemment également du déconfinement et de tout ce qui s'articule autour et comment est-ce que ça s'est passé pour lui en tant que député. Donc on essaye de mettre ça en place. Est-ce que Claire, tu es toujours là? Est-ce que ça fonctionne? Je ne te vois pas. Bon. Ah, ça y est. Là, normalement, c'est bon. Voilà, on va y arriver. Ok, très bien. Désolée. Pas de problème. Bon, du coup, tu nous as quitté sur la question des municipales comme tu étais candidate, c'était bien ça. Est-ce que tu voudrais finir ton propos ou est-ce que tu te souviens plus où tu en étais, sinon on passe directement aux questions des internautes. J'arrivais vers une conclusion là-dessus, mais en gros, ma position, c'était que l'engagement des jeunes militants dans les municipales avait énormément de sens, notamment parce que sur les questions écologiques, c'est un échelon où on peut faire énormément de choses. Et donc, ça a beaucoup de sens pour un jeune militant écolo de vouloir s'y investir, bien sûr. Donc ben, maintenant, on va donc passer, comme je l'ai dit, aux questions des internautes. Si jamais vous voulez nous poser des questions en commentaire, je les prendrai avec plaisir. En attendant, j'ai sélectionné quelques questions que vous nous avez posées via la story Place Politique. Même si tu as déjà un petit peu répondu tout à l'heure, Alexandre Dumont nous demande pourquoi est-ce que l'écologie est donc axée de gauche et est-ce qu'elle ne devrait pas être impartiale pour toucher un maximum de monde à cette cause qui paraît importante? Comme je disais tout à l'heure, de la gauche a toujours été du côté des luttes sociales et du côté de la progression de nos droits et notamment de la protection des personnes les plus exclues et précaires. Et en fait, l'écologie, elle est structurellement sociale, elle est structurellement du côté de la justice sociale. Et donc, de fait, elle découle de valeurs portées par la gauche. Euh, ouais, voilà. Donc, je ne sais pas si ça convient comme réponse. Je sais que Ben, c'est c'est ta réponse, il quelque n'y a chose pas, qui est y a pas vraiment de... soumis à grand débat. Mais moi, je reste assez convaincue que l'écologie est vraiment ancrée dans les valeurs de la gauche de transformation. C'est-à-dire pas la gauche qui a été au pouvoir, par exemple, sous le quinquennat d'Hollande, la gauche qui avait encore l'ambition d'agir véritablement et de transformer profondément la société. Maintenant, je vais passer sur donc, une autre question par rapport à l'économie et l'écologie qui avait été posée par Aubin, qui nous demande comment avoir une écologie pragmatique qui ne détruise pas notre économie. Mm, mm. Alors, je dirais qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt notre économie qui nous détruit, hein. Je suis complètement d'accord que en fait, le système économique permet de maintenir ce qui fait notre vie quotidienne, mais l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, le modèle économique qu'on a aujourd'hui, il est aussi en train de détruire ce qui nous permet de nous nourrir, de respirer, d'être en bonne santé. Donc, j'inverserai plutôt les choses. C'est l'économie actuelle
qui est extrêmement destructrice sur le plan social et écologique. Et donc, face à ça, c'est pas la question n'est pas sociale contre économie ou écologie contre économie. C'est comment on arrive à faire advenir un modèle économique qui est compatible avec nos objectifs écologiques et sociaux. Comment on fait une économie qui soit profondément écologique et qui respecte les limites planétaires, qui ne va pas puiser outre mesure dans les ressources, qui n'est pas destructrice pour nos sols et pour les communs. Donc voilà, il n'y a pas une opposition En, entre en- économie et écologie. en soi, une économie verte. Une économie, on peut l'appeler une économie verte. C'est une économie du moins qui a engagé la rupture avec le modèle actuel et qui se met en chemin vers une économie qui est respectueuse des équilibres planétaires. J'ai maintenant passé sur une autre question qui est plus du tout écologique, mais vraiment politique sur l'union de la gauche. Il y a, alors je connais pas bien son pseudo, c'est Condetto, qui dit: êtes-vous favorable à une union de la gauche? Bah, ça dépend pour faire quoi. Une union de la gauche pour faire joli et pour aligner des logos de partis, c'est pas intéressant. C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que l'ensemble des partis de gauche ont intégré en tant que matrice la question écologique? Est-ce que l'écologie devient véritablement le nouveau logiciel de la gauche? Et dans ce cas-là, l'union de la gauche ce sera l'union de la gauche et des écologistes en vue d'une transformation écologiste de la société. Donc, Et dans ce cas-là, bien sûr, voilà. vous La seriez prêt question, à c'est rallier pas, à rallier un parti de gauche? bah, dans la mesure où il y a un projet commun, clair, un horizon commun et une vision commune, ça fait sens, bien sûr. Maintenant, je vais vous poser une question un peu plus, on va dire deux questions un peu plus décalées. Il y a Léna qui me demande: qu'est-ce que tu as pensé de la démission de Nicolas Hulot, qui avait eu lieu Mhm. sur France Inter? Mm, mm. Je pense que ça a été un moment marquant. En plus, il y avait tout un calendrier qui s'est enchaîné à ce moment-là. Il y avait un été qui avait été extrêmement chaud, caniculaire. Et puis, c'est le moment aussi, on entendait de plus en plus Greta s'exprimer. Et juste un peu après, il y a eu des publications du GIEC. Donc cet enchaînement a correspondu à un moment où il y a eu une grosse montée en puissance du mouvement climat. Et avec le début des marches climat qui ont rassemblé des milliers et des milliers de personnes dans de nombreuses villes en France. Donc pour moi, je trouve que c'était un moment assez marquant parce parce que c'était aussi un des rares moments d'une forme de sincérité politique qu'il y a eu. C'était vraiment quelqu'un qui peut-être, que je trouve assez naïvement, a vraiment cru qu'on pouvait, avec ce gouvernement-là, porter une politique écolo, qui y est allé, qui s'est cassé les dents parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, ce gouvernement n'avait pas fondamentalement intégré les exigences, le logiciel écologiste, et qui du coup est obligé de se départir de ce gouvernement, de s'en couper. Donc, c'était aussi un moment où pour celles et ceux qui n'en étaient pas encore certains ou qui le découvraient, que le macronisme est incompatible avec l'écologie. Voilà, donc ça a été un moment où on a pu réaffirmer une ligne au niveau écologique qui était réaffirmer l'incompatibilité du libéralisme, du capitalisme et du macronisme qui défend ces deux choses-là avec l'écologie. Je vais prendre une question qui nous a été posée, voilà, qui va s'afficher là. Donc, que pense Claire de la coalition en Autriche entre le très conservateur Sébastien Kurz et les Verts autrichiens? Alors, question géopolitique. Mm, mm. Alors, en fait, les partis verts au niveau européen ne se ressemblent pas. La ligne et la stratégie adoptée par les Verts allemands ne ressemblent pas forcément à celle qui est adoptée ici. Voilà, et
Et je pense que ça conforte ce que j'ai essayé de dire pendant cette intervention, c'est-à-dire on peut pas décrocher l'écologie d'une vision, d'une vision de société. Donc, de notre point de vue, c'est absolument euh, inconcevable de faire des alliances comme il y a eu en Autriche, parce qu'on ne détache pas notre engagement écolo d'une certaine vision sociale, d'une certaine vision de la dignité humaine, de l'égalité et de la justice sociale. Euh, voilà. Eh bien, très bien, sur ces dernières paroles, on va terminer. Merci beaucoup, Claire Lejeune, d'avoir été présente et d'avoir pris de ton temps pour, euh, pour cette interview. Donc, désolé pour les quelques problèmes de connexion, ça arrive parfois. Merci beaucoup, à très bientôt. Vous pourrez donc retrouver ce live pendant 24 heures sur le compte de Passe Poétique et ensuite sur YouTube, bien sûr. À très bientôt. Très bien. Bon Merci beaucoup à déconfinement toi. à toi et au revoir à tous. Au revoir.